Comment le loup de Wall Street Scam a vraiment fonctionné? Si vous regardez une chaîne YouTube consacrée à la finance et aux affaires, je suis presque sûr à 100% que vous avez regardé le loup de Wall Street au moins une douzaine de fois. C'est un film incroyable qui a inspiré une génération de vendeurs à la noix dans le monde entier. Mais il y a une phrase qui me met toujours en colère 7 ans plus tard. Une IPO est une première offre publique. C'est la première fois qu'une action est proposée à la vente au grand public. C'était la firme qui rendait l'entreprise publique, nous fixions le prix de vente initial et revendions ces actions à nos amis. Le site. Suivant ce que je dis de toute façon, d'accord, c'est bon. Ça n'a pas d'importance. Non, je suivais. C'est important. J'avais même sorti mon bloc-notes et mon stylo pour prendre des notes. Ouais, eh bien, si tu étais comme moi, tu aurais pu penser la même chose. Mais c'est bon. Le vrai Jordan Belfort lui-même a dit que le film était seulement vaguement basé sur le livre qu'il a écrit et le livre était seulement vaguement basé sur la réalité. Beaucoup de choses ont été intentionnellement laissées de côté dans le livre parce que si elles y avaient été laissées, elles auraient pu être considérées comme des produits du crime. De même, beaucoup de choses ont été omises dans le film parce que Martin Scorsese se spécialise dans la chronique de l'ascension et de la chute de figures du crime organisé, et non dans l'analyse d'activités boursières frauduleuses, mais ce n'est pas grave, parce que vous m'avez moi, alors il est temps d'apprendre comment l'argent fonctionne pour soulever le capot des opérations douteuses de Stratton Oakmont et découvrir comment il a permis à M. Belfair de rafler près d'1 million de dollars par semaine et des gains mal acquis. Comme toujours, je tiens à remercier les membres de ma chaîne et les mécènes sur Patreon pour avoir rendu possible la réalisation d'une vidéo de monétisation sur la fraude financière littérale. Si vous voulez rendre possible la réalisation d'autres vidéos comme celle-ci, veuillez envisager de soutenir la chaîne sur l'une de ces plateformes. La carrière de Jordan Belfort s'est vraiment accélérée lorsqu'il a été licencié de son emploi à LFS Rothschild, une société de courtage basée à New York. Avant les années 2000, acheter des actions n'était pas aussi simple que d'aller en ligne et de taper un symbole de téléscripteur. Les gens devaient appeler une personne réelle, un courtier en bourse, et lui donner des instructions sur les actions à acheter et à vendre. Le plus souvent, c'est l'inverse qui se produit. L'agent de change appelait son client et lui disait quelles actions il devait acheter et vendre. Il en va de même pour l'obtention d'informations en 2021. Si vous voulez savoir quel est le prix de GME, il vous suffit de le saisir dans Google et voilà, c'est fait. Dans les années 80, vous deviez soit attendre le journal du lendemain, soit appeler votre courtier pour savoir ce qu'il en était du marché. Maintenant, comme Matthew McConaughey le fait remarquer avec perspicacité, personne, je me fiche que vous soyez Warren Buffett ou Jimmy Buffett, ne sait si une action est en train de monter, de descendre ou de tourner en rond, et encore moins les courtiers en bourse. Alors pourquoi ont-ils fait ça? Vous et moi, les courtiers ont été ramenés à la maison avec de l'argent froid et dur par le biais de la commission d'enculés, non? Oui, c'est exact. Ils gagnent des commissions importantes en traitant ces transactions. De nos jours, nous sommes habitués à des courtiers sans commission. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Dans les années 90, il n'était pas rare que les transactions coûtent jusqu'à 2% de la valeur totale des actifs échangés. Un courtier en bourse recevait normalement 1% de cette somme et la société pour laquelle il travaillait recevait l'autre 1%. Jordan Belfort a ensuite travaillé pour Investor Center. En réalité, Jordan a travaillé pour une série de sociétés de ce type, mais ce que le film dépeint est assez représentatif de ce type d'opération. Il s'agit de ce que l'on appelle des sociétés de courtage de gré à gré, qui sont très différentes des sociétés de courtage en bourse, comme les sociétés de courtage en bourse pour enfants LF Ross, qui facilitent les transactions sur les marchés publics. Elles disposent d'une équipe de personnes réelles sur le parquet de la bourse de New York, qui appellent les transactions au nom des courtiers en bourse dans leur bureau, qui relaient les transactions de leurs clients. Comme nous l'avons vu, ce système était toujours susceptible de faire l'objet de comportements peu scrupuleux, principalement sous la forme de courtiers en bourse incitant leurs clients à effectuer le plus grand nombre de transactions possibles pour augmenter leurs commissions.
Mais la bourse avait un certain niveau de contrôle sur tous les acteurs de ce jeu pour s'assurer que les choses ne dégénèrent pas trop. Si la bourse décidait qu'un courtier en valeurs mobilières particulier ou une société de courtage en valeurs mobilières particulières agissait d'une manière qui nuisait à la réputation de la bourse, elle avait le droit de l'expulser de la salle des marchés. Cela détruirait les sociétés de courtage, car si elles ne peuvent pas effectuer de transactions, elles n'ont pas d'activité. Les bourses réglementent également fortement les sociétés autorisées à être cotées sur leur marché. Elles contrôlent les états financiers, vérifient les antécédents de la direction et s'assurent que la mère du PDG de la société ne décroche pas le téléphone lorsque vous appelez le siège social. Les sociétés de gré à gré sont différentes. Elles n'utilisent pas les services d'une bourse. Et de ce fait, elles s'affranchissent d'une grande partie de la réglementation et de la surveillance qui les accompagne. Les entreprises peuvent s'adresser directement à ces sociétés de gré à gré et dire « J'ai besoin d'1 million de dollars pour financer la recherche et le développement d'une nouvelle technologie radar qui a des applications militaires et civiles. » La société boursière répondra « Bien sûr, mais nous gardons 50% de tout l'argent que nous collectons pour vous. » Au mieux. Ces entreprises cherchent juste désespérément des fonds pour faire décoller l'idée, et au pire, elles cherchent également à escroquer les investisseurs en utilisant l'argent qu'elles collectent. De plus, le chiffre de 50% n'était qu'un peu de magie hollywoodienne, les courtiers de gré à gré ne gagnaient probablement que 10 à 20% sur ces transactions. Quoi qu'il en soit, il devrait être clair qu'une entreprise qui doit offrir une commission de 20% à un courtier en bourse juste pour lever des fonds ne vaut probablement pas la peine d'investir. Et c'est pourquoi Jordan Belfort et ses collègues ont eu recours à des tactiques de vente à haute pression sur des investisseurs non avertis. Jordan a fini par fonder Stratton Oakmont, une filiale de Stratton Security, qui était un petit courtier qui pouvait négocier à la fois sur le comptoir et les sociétés cotées en bourse, à la fois pour ses cofondateurs, Brian Blake et Danny Porsche dépeints comme Donny Owessoff dans le chef de file du film de 2013 a acheté l'ensemble de la société et a commencé à changer la façon dont les choses seraient gérées. Belfort avait gagné beaucoup d'argent comme il l'a dit, en vendant des ordures aux éboueurs et en gagnant de l'argent à tour de bras. Mais il avait de plus grandes ambitions. Il a engagé une équipe d'agents de change qui présentaient tous agressivement les actions qu'il leur demandait. Avant de lui donner cet ordre, il faisait appel à des relations non affiliées mais dignes de confiance qui achetaient une grande quantité d'actions d'une petite société de valeur, de préférence une société dont la capitalisation boursière était inférieure à 100 millions de dollars. Une fois que ces relations, affectueusement appelées trous de rats, possédaient une part suffisamment importante de la société, il demandait à tous les courtiers de sa salle des ventes de vendre les actions à quiconque voulait les acheter. La frénésie d'achat faisait monter le prix, ce qui avait pour effet secondaire pratique de faciliter la vente à de nouveaux investisseurs. Cette action a doublé de valeur au cours de la semaine dernière, achetez-la maintenant ou vous allez la manquer. Une fois que le prix de l'action avait atteint un certain niveau, Jordan demandait à ses trous de rats de commencer à vendre. Pendant ce temps, la société de Jordan rendait la vente des actions incroyablement difficile pour les clients réguliers. Les courtiers recevaient l'ordre de ne pas répondre aux appels téléphoniques des investisseurs cherchant à vendre ou de perdre intentionnellement des ordres de transaction. Cela donnait aux trous de rats le temps de sortir de leur position, et dès que les investisseurs réguliers pouvaient commencer à vendre leurs propres actions, le prix s'effondrait. Les trous de rats donnaient alors l'argent qu'ils avaient gagné à Belfort tout en gardant une petite part pour eux-mêmes. Ce système a atteint de nouveaux sommets lorsque Stratton Oakmont a commencé à introduire des sociétés en bourse. L'introduction en bourse est le moment où une société est cotée pour la première fois sur un marché public. Ce processus est soumis à de nombreuses règles et réglementations. Mais l'avantage pour l'entreprise, en fin de compte, est qu'il devient beaucoup plus facile de lever des capitaux sur les marchés publics. Les entreprises engagent une société de souscription pour les guider dans le processus et assumer une partie du risque de l'ensemble de l'opération. La société de souscription sera ensuite chargée de s'assurer que l'introduction en bourse est réussie. Une introduction en bourse réussie signifie simplement que toutes les actions que la société souhaite vendre sont vendues au prix convenu ou à un prix supérieur. Normalement, les entreprises font appel à des banques d'investissement pour la souscription. Mais dans sa première strate, Mark a réussi à courtiser quelques entreprises pour qu'elles utilisent leurs services. On aurait pu penser que la réintroduction des bourses publiques dans le mélange aurait ralenti les magouilles de Belfort, mais il y avait une raison pour laquelle il négociait des actions de gré à gré en premier lieu.
Et c'était pour éviter la réglementation et l'examen minutieux qui accompagnent ces marchés publics. Mais Jordan n'a pas laissé ça se mettre en travers de son chemin. En fait, il a développé un système pour tirer le meilleur parti de ces deux systèmes. Jordan demandait à ses trous de rats d'acheter des actions d'une société qu'il était sur le point de rendre publique. La société faisait alors ses débuts sur le marché public, puis il demandait à son armée de courtiers de vendre l'introduction en bourse à tous leurs contacts. Cela ferait grimper le prix de l'action comme cela avait été le cas auparavant. Mais cette fois, comme l'action est cotée sur un marché public, elle attire l'attention d'autres investisseurs qui ne savent même pas qui est Stratton Oakmont. Ils entendent simplement la nouvelle qu'une introduction en bourse est en hausse de 50% à l'ouverture et ils veulent participer à l'action. Les trous à rats pouvaient alors utiliser cette manie d'achat pour vendre silencieusement leurs actions, ce qui leur rapportait un bénéfice très important. Jordan a effectivement combiné l'environnement non réglementé des opérations de gré à gré avec la confiance inhérente des investisseurs dans les actions cotées en bourse pour créer l'ultime escroquerie lucrative. Et c'est comme ça que vous faites, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore fait le lien, c'est ce qu'on appelle un pump and dump et c'est le mécanisme par lequel Jordan Belfort a gagné des millions. Pendant un certain temps, il semblait que ces stratagèmes étaient en train de devenir une chose du passé. Grâce aux plateformes de négociation d'actions en ligne et à la facilité d'accès aux informations sur le marché, les investisseurs n'étaient plus exposés aux courtiers qui vantaient les mérites d'une société à faible capitalisation. Malheureusement, l'essor des marchés de crypto-monnaies faiblement réglementés a entraîné le retour en force des systèmes de pompage et de déversement. La seule différence est qu'aujourd'hui, les courtiers en bourse ont été remplacés par des communautés Discord et des influenceurs de jeux, et les actions en sang ont été remplacées par des pièces de monnaie. Une autre partie importante du film était la façon dont Jordan cachait son argent une fois qu'il l'avait gagné. Je n'ai pas le temps d'en parler dans cette vidéo. Mais heureusement, j'ai fait une vidéo entière sur la manière exacte dont vous pourriez le faire. Si jamais vous vous retrouvez en possession d'un gros tas de gains mal acquis. Alors allez-y et regardez cette vidéo si vous pensez que c'est quelque chose qui est susceptible de vous arriver. Comme toujours, un grand merci aux membres de ma chaîne et à mes mécènes sur Patreon qui permettent à tous de continuer à apprendre comment fonctionne l'argent. Vivre et non survivre, soyons prospères.